Recoucou tout le monde, pour ceux qui Hello. reviennent, pour ceux qui débarquent ici, et ben hello à tous et bienvenue du coup dans ce deuxième live du Content Summit. Et là on est avec Inès Sivignon pour parler de la newsletter. Alors excusez-moi, c'est de ma faute, j'ai pas enlevé les petites notifications, la petite cloche. Je l'ai dit à tous les invités et puis moi j'ai oublié de le faire. Vraiment, je suis une mauvaise. Euh... Ok, donc sujet du jour de parler de la stratégie des newsletters avec Inès. Inès, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors oui, donc je suis Inès Sivignon, je suis rédactrice web freelance et formatrice en rédaction web depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Trop bien. Et du coup, depuis quand est-ce que tu as une newsletter? Et bien justement, depuis un peu plus de 2 ans, en fait, je l'ai lancée très rapidement. Au bout de 6 mois d'activité, j'ai déjà lancé ma newsletter. Bah, trop bien. Et en fait, à la base, pourquoi tu l'as fait? Du coup, qu'est-ce que ça t'apporte finalement, toi, d'avoir une newsletter? Alors, j'ai lancé une newsletter parce que je voulais avoir un format qui m'appartient véritablement, pas comme sur les réseaux sociaux où finalement, bah, on est les utilisateurs des réseaux sociaux, mais ça ne nous appartient pas réellement. Donc, je voulais vraiment avoir quelque chose à moi et essayer de créer une petite communauté vraiment rien qu'à nous, un peu privée. J'aimais bien ce concept-là. Ouais, trop cool. Et aujourd'hui, il y a combien de gens dessus? Moi, je le sais, Alors, mais... on est un peu plus de 2600, il me semble. Ah, ah 2000. non, en fait, je ne savais pas. J'étais restée à 2500 dans ma tête. Mais trop Et cool. bah, ça augmente depuis, tu vois. Le travail de communication marche. Ouais, trop bien. Est-ce que tu peux divulguer aussi, je sais pas si tu as l'échelle de taux d'ouverture, de taux de conversion, parce que ça, c'est assez cool, taux de clic plutôt. C'est assez Ouais. cool à savoir pour les autres, pour se comparer ou se repérer un petit peu. Ouais, carrément. Bah, déjà, pour information, parce qu'on ne sait pas forcément finalement, qu'est-ce qu'un beau taux d'ouverture, un beau taux de clic moyen, c'est pas 100, ça n'arrive jamais d'avoir 100. Je vous le dis tout de suite. En général, en B2B, ça va être aux alentours de, 26% pour le taux d'ouverture, qui est déjà un très bon score. Moi, je suis à 33%, il me semble, aux dernières nouvelles. J'étais aux alentours de 33%. Et pour le taux de clic moyen, en général, c'est 1,78%, 1,78. Donc, c'est vraiment très peu, mais parce qu'aussi, on met des liens, ça invite à aller voir ailleurs. Donc, forcément, les gens ont tendance à juste lire la newsletter et pas forcément cliquer sur le lien. Mais quand c'est bien fait, c'est aux alentours de 1,78. Et de mon côté, je suis aux alentours de 2,33. Voilà. Ouais, bon, bah, c'est pas mal. Donc, du coup, tu es au-dessus des Ouais. scores classiques, quoi. Yes. Trop cool. Écoutez, comme pour le programme de Victoria, là, je vais vous raconter un petit peu le programme de cette conférence. Donc, on va d'abord parler un peu plus de pourquoi et pour qui est-ce que c'est intéressant d'avoir une newsletter. Après, on va expliquer comment trouver son format donc, sur la newsletter, s'il n'y a pas des tips. Et finalement, comment faire grandir sa base d'inscrits, parce que quand même, tout le but, c'est d'avoir autant d'inscrits qui naissent sur sa newsletter, et voire même plus, pour pouvoir convertir après en clients. Et finalement, à la toute fin, on va aussi avoir donc, une partie questions. Donc là, c'est toujours la même chose. Vous pouvez les poser dans le chat, dans la partie questions. Et je vous invite à voter pour celles que vous voulez vraiment que je pose, parce qu'en général, j'ai le temps de poser seulement 1 à 2 questions à la fin. Donc voilà, et moi, je vais trier par celles qui seront le plus votées. Du coup, Inès, question 1. Euh, pour toi, pourquoi c'est vraiment essentiel aujourd'hui d'avoir une newsletter? Alors, je dirais pour 3 raisons, finalement. Ah, Tout marche par 3, vous verrez au cours de la conférence. Donc 3 raisons. La première, c'est peut-être la plus importante, c'est le taux de conversion. La newsletter, c'est vraiment le format qui convertit le plus. C'est devant les réseaux sociaux et devant le SEO, donc avec par exemple un site internet ou un blog. Donc c'est vraiment le canal qui convertit le plus. On estime d'ailleurs que le ROI moyen de la newsletter, ça serait 35 euros. Donc c'est vraiment pas mal. Et ça s'explique en fait parce que justement, comme je le disais, on crée un lien de proximité, un lien de confiance qui est assez fort avec sa communauté. Et du coup, forcément, pour des offres un peu équivalentes, quand on doit faire un choix, ben, on va se baser forcément sur l'affinité qu'on a avec le vendeur. Et du coup, avec la newsletter, c'est vrai qu'il y a quand même plus d'affinité, plus de liens. Donc ça fonctionne très très bien. Deuxième raison,
je l'ai aussi un peu teasé décidément, c'était parce que ça nous appartient, la newsletter. Ouais. C'est pas comme les réseaux sociaux où il suffit que l'algorithme change, qu'Instagram un jour ne marche plus par exemple, ça marche aussi pour LinkedIn ou pour tous les autres, on ne sait jamais, ou qu'on se fasse bannir. Maintenant, il y a beaucoup de bans parce qu'il y a beaucoup de tri aussi sur les réseaux sociaux, parfois pas toujours juste et justifié, mais on peut se faire bannir aussi. Donc là, la newsletter, ça n'arrivera pas. Votre liste de contacts mail vous appartient à tout jamais. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et troisième chose, c'est la visibilité. Là encore, on ne dépend d'aucun algorithme. Donc, ce n'est pas une visibilité qui est différente d'un jour à l'autre ou d'un mois à l'autre. Le mail arrive forcément dans la boîte mail de vos lecteurs, de vos abonnés, parfois dans les spams, mais toujours dans la boîte mail. Et du coup, d'après les statistiques, on aurait 5 fois plus de chances d'être lu grâce à une newsletter que grâce à un post sur les réseaux sociaux, par exemple. Ah ouais, quand même. Ah, je savais pas ça. Ouais. En fait. Donc, Oui, j'ai regardé les petites stats hier, rien que pour vous. ah. Rien que pour moi, franchement, ça me fait plaisir. C'est ça. Ok, donc trop cool. Donc en fait, pour toi, c'est vraiment le meilleur format finalement si on veut construire une audience un peu solide à soi et puis qu'on veut la transformer en tant que client, quoi. Ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est vraiment le meilleur format pour convertir, quoi. Ah ouais, je suis convaincue et je suis sûre que vous êtes convaincus aussi. Franchement, c'est vraiment le canal phare pour convertir. Alors après, effectivement, c'est possible aussi de convertir depuis des réseaux sociaux. Il y en a qui n'ont pas de newsletter et qui arrivent à vendre. Je dis pas du tout le contraire, mais si on compare, effectivement, la newsletter est plus intéressante. Ouais, trop cool. Et du coup, en fait, c'est quoi un peu le contenu qu'il faudrait proposer sur une newsletter aujourd'hui, à la différence justement de ce qu'on fait sur les réseaux? Alors déjà, si vous avez une newsletter, des réseaux sociaux ou même un blog à côté, enfin d'autres formats, je vous conseille vraiment de faire du contenu exclusif en newsletter et pas répéter un post, répéter un article de blog qu'on a un peu condensé, résumé. Alors oui, vous pouvez faire un lien vers votre blog si vous voulez, mais à ce moment-là, il faudra détailler ou apporter quelque chose que vous n'avez justement pas apporté dans le blog. Vraiment quelque chose d'exclusif pour dire, bah voilà, vous vous êtes inscrit et vous avez des choses en plus que les personnes qui peuvent me trouver de manière un peu lambda sur le web. Donc vraiment faire un contenu hyper exclusif. Et après, ça sera du conseil, ça sera du backstage, ça sera du storytelling. Voilà un peu ce qu'on peut retrouver. Ça sera finalement les mêmes thématiques que vous allez aussi aborder sur les réseaux sociaux ou sur un blog, mais de manière plus approfondie et plus exclusive. Ouais, il faut vraiment une raison en fait pour que les gens ils s'abonnent finalement à une newsletter plutôt que de nous suivre sur C'est ça. les réseaux Il y a sociaux. quand même un effort d'inscription, ça arrive directement dans la boîte mail. Donc, si on retrouve les mêmes choses qu'on retrouve de manière un peu lambda quand on tombe comme par hasard sur un post ou sur un article, l'intérêt est un peu perdu quand même, je trouve. Ouais. Et c'est quoi l'erreur principale, si on a une, que tu remarques ce que les gens font avec la newsletter? Alors, je dirais que c'est les listes dormantes. Il y en a peut-être qui vont se reconnaître dans le chat. Mais ouais, c'est vraiment dommage, en fait, finalement, d'avoir une liste dormante. Il y a des personnes qui vont se dire, OK, la newsletter, c'est hyper intéressant. J'ai compris tout ce que ça pouvait m'apporter. Donc, je vais commencer à me créer une base mail. Donc, ils mettent en place des choses pour se créer cette base mail, pardon. Et en fait, après, plus rien. Il n'y a pas de création de contenu derrière. Il n'y a pas, de création de contenu, tout simplement. Ça dort. Il n'y a aucun mail. Et ça, c'est vraiment une erreur. Surtout, quand on se rend compte un jour où on sort une offre, un produit, un service, et là, on se rappelle soudainement qu'on a une liste dormante et qu'on se dit, tiens, je vais envoyer quelques mails promotionnels, sauf que ça ne marche pas comme ça. Oui, c'est un outil qui est fort pour convertir, mais il y a un travail en amont. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut déjà fidéliser justement son audience, créer du contenu de manière régulière, du contenu à forte valeur ajoutée pour renforcer aussi justement le lien et la crédibilité, et ensuite seulement vendre. On n'a pas une newsletter juste pour vendre, ça ne fonctionne pas. Ouais, ça c'est le piège, donc vraiment de faire juste des promotions, quoi. Enfin, un peu comme font Ouais. toutes les grosses marques, d'envoyer des newsletters et qui là tombent dans les spams. Écoute, parlons un peu plus de format, du coup, passons à la partie 2. Est-ce qu'il y a des types de newsletters, je ne sais pas, qui existent et qui fonctionnent bien aujourd'hui? Alors, de type de newsletter, je ne sais pas trop ce que tu entends par là. En fait, une newsletter, ça reste une newsletter, donc un mail que tu envoies et que tu reçois. Après, les sujets, les typologies de sujets, si on peut dire, comme j'ai dit, ça va être soit du conseil tips, donc vraiment à forte valeur ajoutée, un conseil rédaction web, par exemple, si on est dans la rédaction web, un conseil de graphisme, si on est graphiste, que sais-je encore. Il va y avoir le côté backstage storytelling, où là, on va plus montrer l'envers du décor, ce que je fais un peu avec le blog. Je te fais de la promo.
Et du coup, voilà, donc ça va être un peu les deux typologies. Sinon, il y a aussi les tendances. Il y en a beaucoup qui font sur les actualités dans leur domaine, spécialisés exclusivement là-dedans. Ça marche bien aussi. Voilà, je crois que c'est un peu ce qu'on peut retrouver à Ouais, type de news. on fait aussi par exemple à la veille, j'en vois beaucoup Ouais. comme ça, même moi la mienne c'est un peu ça quoi, c'est un peu un mélange de veille etc. Mais du coup oui c'est ce que je voulais dire un peu, c'est que enfin en gros voilà si on devait avoir des idées de comment je lance une newsletter, qu'est-ce que je peux bien mettre dedans, donc tu l'as dit, il y a les backstage, il y a la veille, il y a les tendances qui sont toutes des idées en fait qu'on pourrait approfondir ou alors les conseils, tips etc. Dans Mhm. une newsletter donc ça c'est top. Et toi, du coup, alors ça, c'est une question qui est régulière sur tous les réseaux et sur tous les formats, mais comment tu t'y prends pour trouver régulièrement des idées? Parce que tu la sors toutes les semaines dans ta newsletter, c'est ça? C'est ça, Ouais. hebdomadaire, ouais. En fait, c'est exactement pareil que pour trouver des idées sur les posts réseaux sociaux ou mes articles de blog, c'est exactement la même technique que j'emploie. Alors déjà, il y a regarder ce que font les autres, s'inspirer. C'est pas mal de s'inspirer. Justement, moi, je trouve que c'est hyper important d'aller voir ce que fait la concurrence. Enfin, si on appelle ça concurrence, si on voit ça comme une concurrence, mais les autres personnes qui sont un peu dans le même domaine d'activité, un peu le même style aussi d'entreprise, je vois peut-être des freelances, si on est freelance, des TPE, PME et des grands groupes suivant son statut. Mais voilà, d'aller voir ce que font les autres, d'aller voir quel type de newsletter ils ont tendance à produire, d'aller voir justement ce qu'on apprécie dans leur contenu, ce qu'on aime un peu moins et qu'on pourrait du coup changer pour la nôtre. Ça peut être hyper intéressant. Après, il y a des outils aussi qui existent. Il y a Answer the Public qui permet d'avoir pas mal d'idées de contenu. On le répète à chaque fois, je pense que tout le monde le connaît maintenant. Mais en fait, on met un mot-clé donc sur sa thématique. Je sais que Victoria est passée juste avant, elle a parlé des piliers éditoriaux. Donc justement, on peut mettre le mot-clé du pilier éditorial qu'on a choisi. Et ça va nous donner toutes les questions que les lecteurs, les auditeurs, les internautes se posent le plus souvent. Donc ça fait une base de données incroyable. Il y a aussi Google Alert. Donc, Answer the Public, ça va être plutôt le contenu froid, qu'on appelle contenu froid. Google Alert, ça va être plutôt le contenu chaud, donc c'est-à-dire toutes les actualités dans notre domaine d'activité. Donc là, si on fait une newsletter actualité tendance, ça peut être le top. Sinon, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Forcément, les commentaires, les messages privés, les mails qu'on peut recevoir de notre cible. Justement, parfois, il m'arrive d'envoyer une newsletter et d'avoir une réponse à la newsletter parce qu'on peut justement répondre ensuite et échanger par mail. Elle me dit, écoute, c'était hyper intéressant et ça m'a amené une nouvelle question. Qu'est-ce que tu en penses? Et du coup, je me dis, tiens, ça pourrait faire un hyper bon sujet de newsletter pour les numéros à venir. Et dernière chose, c'est forcément la vie quotidienne, surtout si on fait une newsletter un peu backstage. On regarde ce qui nous est arrivé dans la semaine, les problèmes qu'on a pu rencontrer, les imprévus, les solutions qu'on a apportées, comment on s'est dépatouillé de cette situation-là, mais aussi nos réussites, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Moi, je sais que là, dernièrement, comme on prépare le bundle Content Checker qui sortira d'ailleurs lundi, j'avais fait une grande campagne un peu de teasing où à chaque fois dans ma newsletter, en plus d'apporter des conseils sur ma thématique, je faisais un petit encart bundle Content Checker et je racontais tous les backstage, les étapes, où on en était dans le processus, les problèmes qu'on avait eus, voilà, nos réussites, nos imprévus, tout ça. Et ça a plutôt bien plu. J'avais eu pas mal de retours positifs là-dessus. Trop cool, ouais, puis ça permet aussi de pas faire de la vente agressive où tout d'un coup Oui, t'envoies un mail sur tiens, je sors un truc et ouais, achetez c'est ça. quoi. C'est vrai que Ça permet de préparer. vas-y. Non, ça permet de préparer. Il y a Christopher Piton aussi qui avait fait ça pour la sortie de son livre, justement, à la conquête de LinkedIn. Il avait pareil dans sa newsletter, à chaque fois ajouté un encart où il parlait des backstage, de la création de son livre, là où il en était, les problèmes, etc. Ouais, voilà, parce que du coup, c'est ce que j'allais dire, c'est que les gens aujourd'hui, ils ont vraiment envie en fait de voir les coulisses, de découvrir un peu plus, de connaître la personne et d'avoir une relation un peu plus humaine et authentique avec ceux chez qui ils achètent. Comme dit Simon Sinek, on n'achète pas ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais, quoi. Donc, du coup, il faut le raconter. Ok. Niveau promotion de la newsletter, après, on va avoir une petite partie, j'ai oublié de vous le dire, mais quick and dirty, je les ai appelés avec toutes les petites questions techniques que vous pouvez vous poser. Ça arrive, vous inquiétez pas. Mais du coup, donc, comment tu t'y prends, toi, pour faire la promotion de ta newsletter et pour l'avoir fait grandir de 0 à 2600? Alors, on reprend avec les trois. Les trois outils pour faire grandir sa newsletter. Déjà, c'est le site internet. Si on a un site internet, il faut obligatoirement mettre en avant sa newsletter sur le site. Alors, ça peut être dans le footer du site,
où on met justement un petit encart en disant qu'on a une newsletter et le formulaire d'inscription. Ça peut être aussi sur les bannières, si on a un blog par exemple, ça marche beaucoup les bannières sur le côté, un peu l'encart promo, on va dire. On peut mettre aussi sa newsletter, on peut aussi en faire la pub directement dans un article avec un lien bien amené, un call to action. Il y en a aussi qui le font, il me semble que c'est ce que tu as fait, qui font carrément une page sur leur site web consacrée à la newsletter. Ça, on est Ouais, bon. je sais pas. Et ça marche hyper bien, surtout si vraiment c'est notre canal phare et qu'on a vraiment envie de faire grandir sa base mail, d'avoir carrément une page dédiée. Donc ça, c'est la partie site internet. Il y a aussi la partie promotion sur les réseaux sociaux. Donc on peut mettre soit directement le formulaire d'inscription dans une biographie, ça marche bien sur Instagram par exemple. On peut le mettre aussi en faisant des posts un peu promotionnels sur la newsletter. Alors, pas tous les jours, c'est sûr, on va dire une fois par mois, on fait un petit post où on va parler de newsletter de manière générale et glisser du coup, d'ailleurs, si vous voulez me suivre, j'ai ma newsletter. Ou alors, on peut carrément faire un peu une exclusivité, on va copier-coller une partie de sa newsletter et on va dire, pour découvrir la suite, ça se passe dans ma newsletter toutes les semaines, par exemple. On peut aussi teaser sur le nombre d'inscrits. Voilà, j'ai eu maintenant, j'ai passé le cap des 1000 inscrits. Si vous voulez aussi rejoindre l'aventure et avoir des conseils sur ça, ça se passe ici. Ça marche bien. Sinon, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir aussi les freebies. Ça Ouais. cartonne du feu de Dieu. Donc, les freebies, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, ce sont des contenus gratuits qu'on va finalement envoyer en l'échange d'une adresse mail. Donc, ça permet de faire grandir la base mail. Le contenu gratuit, ça peut être un e-book, un livre blanc, donc ça peut être un challenge mail où ils vont recevoir par exemple un mail par jour pendant 5 jours sur une thématique. Ça peut être un quiz qu'on fait sur Internet. Je vous conseille l'outil Interact. C'est celui avec lequel je fais mes quiz qui fonctionne très très bien parce que je sais que j'avais galéré à trouver un outil pour faire des quiz. Donc, je partage l'astuce. Et voilà, donc tout ce qui est freebie, contenu gratuit en échange d'adresse mail, ça aussi, ça fonctionne hyper bien pour faire grandir sa base mail. Ok, trop bien. Donc, tu en as cité énormément là. Je me demandais, pour tous ceux, parce que tu vois, il y a surtout les réseaux sociaux que tu as mentionnés qui prennent, enfin, qui sont super, tu vois, quand on veut communiquer. Mais pour quelqu'un qui se lance vraiment et qui n'a pas encore beaucoup de visibilité, est-ce que tu as une astuce ou alors quelle manière tu vas recommander la plus pratique, tu vois, pour faire grandir sa newsletter dans ce cas-là? Alors, quand justement, effectivement, on a peut-être un site web, mais il n'y a pas beaucoup de trafic encore parce que le SEO n'a pas fait son travail. On a des réseaux sociaux, mais pas une grande communauté parce qu'on est en train de se lancer. Effectivement, ça peut être compliqué de faire grandir sa base mail, surtout si on a envie d'aller vite. Donc, ce que je vous recommande dans ce cas-là, c'est d'organiser des webinaires, un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui finalement. Donc, Ah, un webinaire, c'est interviewer une personne en live, en direct live ou en vidéo, une personne en général qui a déjà une petite communauté pour le coup, qui elle a déjà roulé sa bosse, qui a déjà sa communauté qui a été fidélisée. Et du coup, forcément, elle va en parler, elle, sur ses réseaux sociaux de cet événement-là. Toi aussi, tu vas en parler. Vous allez aussi en parler et du coup, faire de la promotion en taguant la personne et gagner de la visibilité de cette personne-là finalement. Elle va ramener sa communauté sur votre événement. Et pour participer à l'événement, il faudra inscrire son adresse mail. Et là, vous pourrez récolter donc une grande base d'adresses mail. Mais je pense que Maud vous en parlera bien plus que moi du webinaire, puisque c'est sa stratégie phare. Mais voilà, c'est une des stratégies pour gagner vite en abonnés sur une base mail. ouais, bah du coup, complètement d'accord avec toi. C'est vrai que bah, moi, c'est la stratégie, par exemple, que j'ai utilisée alors que je n'étais pas du tout connue l'année dernière, que j'étais personne, et qui m'a fait grandir donc, de 0 à 2500 aussi assez rapidement, quoi, en quelques mois seulement. Ok, passons au petit quick and dirty, du coup. Quel outil tu utilises pour ta newsletter? Je sais qu'il y a Mailchimp, il y a plein d'autres. Moi, j'utilise Mailchimp, donc les autres, je ne les connais pas. Mais toi, tu es sur lequel tu recommandes? Ouais, alors déjà, si je peux aller moins quick et du coup faire un petit point sur le Vas-y, ok, logiciel on a d'emailing. encore le temps. Bon, c'est bon. Je vois pas en fait. Pour la petite anecdote, j'ai cassé ma lentille, enfin déchiré ma lentille pile ce matin, donc super. Je ne vois rien, je suis dans le flou. Mais en tout cas, pour le logiciel d'emailing, ouais, c'est hyper important. Déjà parce que c'est la facilité, on va pas se le cacher, il y a plein de fonctionnalités, ça permet de faire des listes, ça permet d'envoyer à une grande base mail d'un coup un seul mail, ça permet aussi d'avoir un formulaire de capture de mail. Enfin, vraiment, c'est la facilité, donc je vois pas pourquoi on se casserait la tête si on peut utiliser justement des logiciels d'emailing. Et en plus, ça, c'est la conformité par rapport au RGPD. Maintenant, je ne sais pas si vous savez, mais il y a le RGPD qui impose des règles, notamment l'accord pour être inscrit dans une base mail. Donc, les
logiciels d'emailing sont en conformité en général avec ce RGPD, donc autant s'en servir pour être sûr d'être dans les règles. Maintenant, quel logiciel j'utilise? Effectivement, il y en a plusieurs. Il y a Mailchimp, il y a Sendinblue. Moi, j'utilise les deux pour deux choses différentes. Il y a aussi MailerLite, par exemple. Enfin, je sais qu'il y en a plusieurs. Petit teasing, je vous en ai détaillé plusieurs dans le bundle Content Checker qui sort lundi avec les avantages de chacun et les désavantages de chacun. Donc, je suis sûre que vous y trouverez votre bonheur. Donc, toi, tu es sur Sendinblue et moi sur Mailchimp, si on veut conclure quand même, pour donner au moins. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a une heure particulière et un jour auquel il faut l'envoyer? Alors, ça dépend vraiment de l'audience, en fait. Quelle est votre cible? Et selon votre cible, selon son métier, selon son âge, selon sa, je sais pas, sa région géographique, à votre avis, à quelle heure et quel jour elle est le plus susceptible d'ouvrir votre mail? Ça dépend aussi de la thématique que vous avez choisie. Si c'est quelque chose de plus backstage, plus chill, on peut se permettre le soir ou le week-end. Si c'est quelque chose de vraiment valeur ajoutée, contenu tips, plutôt en semaine parce que le week-end, on n'est pas trop la tête dans le travail et dans les tips. Mais voilà, ça dépend vraiment de votre audience et de votre thématique. Maintenant, si je peux vous donner un conseil, je vous dirais plutôt le matin. Pourquoi? Surtout dans le B2B, parce que 58% des professionnels ouvrent leur mail le matin. Et c'est toujours bien d'être en tête dès la première heure de vos lecteurs. C'est toujours mieux. Trop cool. Et niveau fréquence, est-ce que tu as une fréquence à recommander? Alors, il y a plusieurs fréquences possibles. On peut faire des newsletters journalières, hebdomadaires, bimensuelles ou mensuelles. Peut-être éviter le annuel, ça fait très peu. Mais voilà, je dirais qu'il y en a 4. Celle que je recommande, c'est plutôt l'hebdomadaire. Ça permet d'avoir un rythme qui n'est pas non plus trop hard, on va dire, et donc de tenir sur la longueur, et à la fois d'être de manière fréquente dans la tête de nos lecteurs. Donc, je recommande l'hebdomadaire. La journalière, c'est possible aussi. Il y en a qui le font et qui cartonnent dans ce format-là. Mais voilà, c'est un rythme hyper dense. Il faut maintenir la cadence, il ne faut pas lâcher, parce que si on a annoncé comme rythme une par jour, c'est une par jour, quoi. Donc, il ne faut pas lâcher. Donc, il faut savoir tenir la cadence. Et puis, bimensuel ou mensuel, c'est assez peu, mais c'est possible aussi. Mais à ce moment-là, je vous recommande de faire vraiment des newsletters hyper complètes, peut-être même un peu plus longue qu'une newsletter classique, avec vraiment full valeur ajoutée, full contenu. Comme ça fait vraiment un rendez-vous et les gens attendent vraiment votre newsletter parce qu'ils savent qu'ils vont y trouver du contenu et donc ils ne vous oublient pas quand même dans le mois où vous publiez pas. Voilà. Trop cool. Petite curiosité, toi, tu mets combien de temps pour rédiger tes newsletters? Alors, moi, je vais assez vite, mais il faut savoir que je suis rédactrice web. Donc, je suis assez à l'aise en rédaction. Je mets à peu près, on va dire, une demi-heure, 45 minutes pour rédiger une newsletter. Après, ça dépend de vous. Si vous êtes à l'aise en rédaction, pareil, ça peut aller hyper vite, surtout si vous faites des journalières ou hebdomadaires, donc des formats plus courts. Ça peut prendre 30 minutes, 45 minutes. Si vous n'êtes pas à l'aise en rédaction, ça peut être peut-être une heure et demie. Pareil, si vous faites des newsletters mensuels ou bimensuels, comme c'est un format un peu plus long, un peu plus complet, où il faut quand même aller chercher des informations pour donner vraiment de la valeur. Là, ça peut même aller à 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Enfin, ça dépend vraiment des personnes. Trop bien. Écoute, avant de prendre les questions du public, est-ce que tu aurais 2-3 newsletters à nous recommander, à suivre, peut-être, qui seraient vraiment bien pour l'inspiration? Ouais, carrément. Justement, pour le format un peu plus complet, par thématique, donc c'est-à-dire que toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, vous avez les mêmes rubriques qui reviennent avec justement un peu de veille, par exemple. Je recommande celle de Christopher Piton, qui est un peu en ce sens-là, avec des catégories, des rubriques hyper complètes. Je recommande aussi celle du Social Hack Club, comme tu disais, qui est spécialisée dans la veille. Et puis j'aime bien, moi, tu fais à chaque fois des petits... Ah, elle a frisé. Alors, elle avait prévenu que ça ferait ça. Normalement, C'est bon? C'est bon. Ça y est, t'es revenu, ouais. Ouais, je vous ai pas dit à vous, j'avais prévenu Maud, mais oui, j'ai des petits problèmes de connexion là où je suis. Je l'ai Mais dit, ça du revient coup, vite. ouais. Ça revient vite. Du coup, je disais Christopher Piton, celle du Social Hack Club aussi, parce que j'aime bien, justement, tu fais des veilles et tu as toujours les mêmes catégories, enfin, quasiment les mêmes catégories qui reviennent. Ça, c'est hyper intéressant pour ceux qui aiment ce format-là. Pour les newsletters plus backstage, les spécialistes dans le domaine, c'est Julia et Julie de GNG,
qui excellent dans ce domaine, qui envoient des newsletters toutes les semaines. C'est purement backstage. Donc, pour ceux qui veulent plutôt s'orienter vers le backstage, je vous recommande vraiment d'aller les suivre. Et puis, la mienne aussi, où là, c'est un peu varié. Voilà, il y a une semaine des conseils, une semaine du backstage, une semaine où je papote, une semaine où c'est plus sérieux, une semaine où je vais vous relayer un article de blog et puis vous faire une petite exclue rien que pour vous. Voilà, on varie les formats. Donc, si vous voulez varier les formats, vous pouvez aller me suivre aussi. Trop cool. Écoute, on va prendre quelques questions. Alors, Roxane qui demande, en termes de fréquence, je n'ai pas le temps d'envoyer plus d'une newsletter par mois. Est-ce malgré tout pertinent? Oui, comme je l'ai dit, ça peut être pertinent. Il faut juste voilà, que tu fasses un format un peu plus long, vraiment full valeur ajoutée. Je te déconseille je te déconseille un peu le backstage qui est plutôt sur des formats plus réguliers. Mais voilà, forte valeur ajoutée, peut-être des veilles, peut-être des tendances, avec des rubriques qui reviennent tous les mois. Ça peut être hyper pertinent. Trop bien. Héloïse qui demande quelle est la taille de newsletter idéale? Plus de 300 mots? Alors moi, je suis plutôt de l'école format court, donc je dirais moins de 300 mots. Mais après, voilà, effectivement, si on passe aussi sur un format mensuel, on peut se lâcher un peu plus. Mais c'est vrai que si tu es sur le format hebdomadaire, journalier, je te déconseille vraiment de faire plus parce que tu vas tout simplement lasser les lecteurs. Et surtout, ils n'auront pas le temps de lire autant de contenu tous les jours, toutes les semaines. Ça va être trop pour eux. Donc plutôt le Ouais. format court. Il y a d'ailleurs Aline The Bee Boost qui a sorti une newsletter, enfin qui a fait dans sa newsletter une newsletter il n'y a pas longtemps, où en fait elle a juste mis un petit message hyper court, c'était 5 lignes. Elle disait: je pense fort à vous, vous êtes les meilleurs dans votre domaine et vous allez tout cartonner cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et elle a eu plein de retours positifs, quoi. Ouais, c'est trop cool. Moi, franchement, aussi, j'adore les formats plutôt courts. Les formats longs, je m'en lasse. Et sinon, Ouais. une petite solution aussi, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je fais donc des catégories. Et en fait, c'est des mini-résumés de 4-5 lignes, mais qui, eux, renvoient du coup vers un article qui, lui, fait des pages ou une vidéo qui fait 40 minutes ou d'autres contenus qui sont beaucoup plus longs. Et du coup, les gens, en fait, peuvent vraiment choisir ce qui les intéresse. Mais du coup, la newsletter, elle est plus courte. Et je sais que ça, les gens apprécient. Du coup, voilà, si tu veux reprendre ce format, c'est pas mal aussi. Corinne qui demande comment faire pour créer de l'interaction avec les abonnés. Elle a une newsletter apparemment depuis 2 ans avec 400 abonnés. Elle fait une newsletter par mois, des conseils, des propositions, mais elle a du mal, elle a peu de réactions et elle a 0 conversion. Ok. Alors, les conversations, il faut savoir qu'elles ne sont pas obligatoires dans une newsletter. Ce n'est pas l'objectif premier de la newsletter de créer ensuite des échanges par mail. Donc, il faut plutôt que tu te concentres sur le taux d'ouverture. Ça va montrer est-ce que les gens ouvrent toujours autant ou ils se lâchent justement et tu vois ton taux d'ouverture qui baisse et là tu te dis peut-être que c'est le sujet ou le format qui ne fonctionne pas. Si ça augmente, c'est bon signe. Ça veut dire que les gens apprécient toujours ton contenu malgré qu'ils ne réagissent pas. Après, l'option que je peux te proposer, c'est aussi d'organiser des sondages. Parfois, justement, ça marche très très bien. Tu envoies un mail où tu dis, bah voilà, je voulais vous demander qu'est-ce que vous vouliez voir dans ma newsletter, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez moins, quels sont les sujets que vous voulez que je traite. Là, ça peut créer beaucoup d'engagement et en plus, bah forcément, ce sera des contenus que ta cible veut réellement. Donc, elle va lire les prochaines newsletters. Tu peux aussi poser des questions à la fin. Je crois que c'est toi, Maud, qui met à la fin si vous avez des idées de contenu ou des Ouais. remarques ou des choses comme ça, vous pouvez m'écrire en réponse à ce mail-là. Poser des questions, c'est toujours bien. Ça permet justement de créer de l'interaction. Mm. Et en vrai, ça marche, hein. J'ai Ouais. systématiquement, à chaque newsletter, j'ai au moins une personne qui m'écrit pour me dire ah, ben j'ai bien aimé ça. C'est les petits PS comme ça, ça marche Ouais. bien. Puis les gens, en fait, du coup, se sentent directement concernés. Enfin, c'est un call to action, c'est cool. Ok, on a encore 1 minute, donc je vais prendre une dernière question qui était la première posée, mais comme elle est assez large, je me disais qu'on n'aurait peut-être pas trop le temps. Mais tu vas tenter de faire une réponse. Est-ce que ça Ok. résume? Alors, assez de teasing. Comment faire en sorte d'avoir des abonnés sur sa newsletter? Quels outils utiliser pour leur donner envie de s'inscrire? Donc ça répète un peu ce qu'on a dit là, mais peut-être que tu peux dire l'élément essentiel dans ce cas-là à retenir. Oui, c'est ça en fait. Soit vous le mettez sur votre site web, enfin, c'est pas. Si vous avez un site web, vous le mettez sur votre site web. C'est obligatoire, voilà, une obligation. Si vous avez des réseaux sociaux, c'est bien d'en parler au moins une fois par mois ou de le mettre directement le lien dans votre bio, votre description, comme ça il est disponible tout le temps. C'est bien pour les gens qui sont un peu curieux, qui visitent votre profil juste comme ça. Et puis ensuite, d'organiser des freebies, donc de créer des quiz, de créer des contenus gratuits, des livres blancs, les mettre en avant justement ces livres blancs sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux, en parler un peu partout. Quand vous faites une conférence, hop, on glisse encore le contenu gratuit. Les gens adorent le gratuit.
Regardez, vous étiez plus de 1300 aujourd'hui. Donc, les gens s'inscrivent quand c'est gratuit. Et ils vous laissent leur adresse mail. Donc, ça, c'est génial. Et les webinaires, si vous n'avez pas encore une grosse audience sur un site internet ou sur des réseaux sociaux. Trop cool, Inès. Écoute, il est 11h, on fait une pile à l'heure. Donc, moi, je peux juste recommander à tout le monde de suivre Inès, donc de suivre sa newsletter, de te suivre sur LinkedIn, de te suivre sur Instagram, de te suivre sur tous les réseaux sociaux, je ne sais plus, tous ceux sur lesquels tu es. Mais normalement, on a mis les liens. Vous pouvez me suivre moi aussi, parce que j'organise régulièrement des webinaires comme ça, ou alors des Content Summit, peut-être qu'on aura une édition 2 à venir. La prochaine conférence qui normalement était avec Mounir a malheureusement dû être annulée. Voilà, sadness, mais il est au Maroc, dans la Pampa, comme je dis, sans connexion Wi-Fi, et il ne peut même pas appuyer sur participer. Donc voilà, donc on a 30 minutes de trou dans l'emploi du temps, mais c'est pas grave. Vous pouvez du coup profiter de prendre un petit café, de faire une petite pause pipi. Et puis moi, je vous dis à dans 30 minutes pour la conférence avec Mathieu. Et merci Inès d'être venue. Et à plus tard dans le webinaire. Salut, ciao. Salut tout le monde.